troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Malik Kacher, Gemal Taleb et Jean-Marie Bitoumo. Et tout de suite, direction la République démocratique du Congo où la redistribution de la redevance minière pose problème. En effet, d'après la loi, l'État doit rétrocéder 40% des retombées à la province où se déroule l'exploitation. Mais dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. Ibrahim Ndiaye. Interrogation sur la redistribution de la redevance minière en République démocratique du Congo. Selon le code minier, Kinshasa doit obligatoirement rétrocéder 40% des retombées à la province et au territoire où se déroule l'exploitation. Mais certaines associations indiquent que la loi pour la transparence dans les industries extractives n'est pas toujours respectée. Elle cite l'exemple du Katanga qui s'est vu attribuer 12 millions de dollars en 2012, alors que le gouvernement central a reçu 90 millions de dollars de redevances minières, soit moins que les 40% prévus par la loi. Le non-respect du code des miniers qui dit qu'il faut redistribuer 40% à la province des ressources minières est dû surtout à 2 points. Le premier, c'est les problèmes budgétaires de la RD Congo. Donc, au lieu d'avoir des déficits, ils préfèrent plutôt transférer les déficits aux provinces. C'est un problème aussi d'une bonne définition de la décentralisation, parce que sans ressources financières, sans une autonomie, les provinces ne peuvent pas avoir une autonomie financière. Mais en même temps, on peut dire que c'est une sorte d'hégémonie du pouvoir par rapport aux provinces parce qu'il y a le non-respect de cet engagement, ce qui fait qu'il y a aussi la prépondérance du pouvoir central sur les régions, ce qui fait qu'il y a toujours le problème de la décentralisation dans plusieurs pays de l'Afrique. Le gouvernement local de la province du Katanga aurait mis en place 2 taxes locales en accord avec le gouvernement parce que Kinshasa ne reverserait pas sa part de la redevance à la province. Un système ad hoc qui n'est prévu par aucune loi et qui a permis au Katanga de percevoir 71 millions de dollars des miniers grâce à ces taxes locales. Il va de soi que les provinces qui manquent des fonds, comme les États d'ailleurs, vont essayer de chercher l'argent où elles peuvent trouver parce que il y a un problème de déficit aussi au niveau de leur budget. Ce qui fait qu'en instituant des taxes locales, pourrait aussi augmenter, que ce soit au niveau des mines ou au niveau aussi de la population. Donc, ce qui fait que c'est pas une bonne chose pour la population, c'est pas une bonne chose aussi pour l'économie parce que les fonds qui étaient destinés à financer le budget viennent d'ailleurs. Il faut toujours financer ces déficits. La province orientale n'a pas perçu la part de la redevance qui lui revient, un manque à gagner qui s'élève à environ 8 millions de dollars. Cette région de la République démocratique du Congo abrite le plus gros gisement d'or, celui de Kibali Goldmine, qui a démarré il y a plus d'1 an. Jean-Marie, est-ce qu'on peut obliger l'État à respecter cette loi de redistribution de la redevance minière ? Dès l'instant que cela est inscrit dans la loi, ça ne me choque pas et c'est tout à fait logique. En Afrique aujourd'hui, nous sommes tous versés, pratiquement tous les États africains, dans le système de la décentralisation. La décentralisation, c'est-à-dire ne doit pas être un vain mot, c'est-à-dire un mot théorique qui n'a d'effet que dans les textes. Tout simplement, ça voudrait dire quoi? Quand vous dites que vous décentralisez, il faut maintenant donner aux communautés décentralisées les moyens de pouvoir, comment dirais, un budget qui leur permet, c'est-à-dire dans le cadre des régions dans lesquelles, ou des institutions dans lesquelles ces gens-là exercent, qui puissent avoir les moyens pour pouvoir mettre en œuvre la politique générale. Donc il est tout à fait logique que d'un côté vous avez la décentralisation qui donne dans les textes le droit, si vous voulez, à ces communautés décentralisées là de pouvoir réclamer quelque chose de la part, c'est-à-dire venant de l'État. Mais maintenant, le cas que nous avons vu dans le reportage, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'État central garde toutes les recettes pour lui. Et dans ces conditions-là, qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours parlé ici là de la notion, il faut toujours opposer. Moi, j'oppose toujours la décentralisation avec la notion de péréquation territoriale. La péréquation territoriale, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que dans nos États qui sont des États en voie de développement, quand on nous parle de la péréquation territoriale, ça conditionne aussi ce qu'on appelle un développement et une croissance équilibrée sur le territoire. Donc, il ne faut pas tout simplement parler de la décentralisation en oubliant, si vous voulez, la péréquation territoriale qui est un des outils qui doit nous servir en termes de développement. Donc, ce qui se passe en République, comment dire, en RDC, c'est un processus que personnellement je soutiens. Je soutiens ça tout simplement. Pourquoi? Parce que quand vous allez de Kinshasa et que vous vous retrouvez, je ne sais pas moi, vous êtes à combien de kilomètres par rapport à l'est où se passent ces événements à l'heure actuelle, il faudrait quand même que toutes les zones puissent bénéficier de ce qui provient de l'exploitation des ressources minières en Afrique. Et ce qui se pose
si vous voulez, comme question là, c'est à l'intérieur. Mais moi, je rebondirai sur autre chose, Fanny. Ça voudrait dire quoi? Je voudrais faire comprendre que la plupart du temps, nos ressources minières, si vous voulez, en Afrique sont exploitées, si vous voulez, de manière éhontée, sans que les États puissent avoir les retombées financières qu'il faut pour pouvoir favoriser le développement des États africains. Je pense qu'à ce niveau-là, la question de péréquation, c'est-à-dire, si elle est bien posée, ça voudrait dire que on aurait beaucoup plus de recettes, c'est-à-dire que les lois qui sont votées quand les investisseurs étrangers viennent pour pouvoir exploiter nos ressources minières soient des lois qui permettent aux États de pouvoir bénéficier vraiment de leurs ressources naturelles. Malik, il faut donc renégocier les contrats miniers pour qu'ils soient plus avantageux pour les États et les populations locales. La renégociation, il faut déjà voir les termes des contrats qui sont passés entre les entreprises et la région. Mais je pense que le problème, là, c'est l'État de la RDC qui n'applique pas la règle qui s'impose, entre guillemets. Pourquoi ne pas redistribuer, comme il est prévu, les 40% à l'État du Katanga? Mais ce qui est important, et Jean-Marie l'a dit, c'est le développement des régions. Il faut que ça soit un développement uniforme. Il ne faut pas aussi que le Katanga, qui a la chance d'être la région la plus riche de la RDC, ne puisse se développer au détriment des autres régions. Et là, c'est là le problème. Et il faudrait que le gouvernement central, le pouvoir central s'interroge sur la répartition des aides à accorder aussi aux régions autres que le Katanga. Et c'est là tout l'enjeu pour permettre aussi au pays d'avoir un développement économique plus harmonieux. Est-ce que tout cela montre aussi l'opacité de l'industrie minière ? Je ne sais pas, peut-être. Moi, je suis choqué par le chiffre de 90 millions que le gouvernement congolais reçoit comme redevance. La question, c'est qu'il nous est balancé comme ça. Je ne sais pas de combien, ni sur quoi. Et encore une fois, il m'est très difficile de me prononcer sur un code minier que je ne connais pas bien, sur un partage de ressources que je ne connais pas bien et sur des contrats miniers que je n'ai pas regardés. C'est sans doute vrai, je pense qu'il y a un problème en général sur nos codes miniers, je pense que nous avons besoin de les moderniser, de les revoir, nous avons besoin aussi de revoir un peu le contenu. La difficulté que nous avons, c'est que nous demandons une redevance sur des richesses que nous n'exploitons pas, pour lesquelles nous ne sommes pas capables d'investir et nous ne sommes même pas capables de les exploiter seuls très souvent. Et donc évidemment, vous avez des miettes. Parfois, c'est une richesse qui vous appartient, mais à laquelle vous n'avez pas accès. Merci. Dans l'actualité également, plus de 100 000 victimes du déversement de déchets toxiques par le cargo Probo Koala à Abidjan en 2006 ont assigné en justice aux Pays-Bas la société affréteuse Trafigura. Ces victimes réclament des indemnités et le nettoyage des déchets. Kekeli Afeto. L'affaire des déchets toxiques d'Abidjan relancée. Plus de 100 000 victimes du déversement de déchets toxiques par le cargo Probo Koala à Abidjan en 2006 ont assigné en justice ce vendredi la société affréteuse Trafigura aux Pays-Bas. Les plaignants réclament des indemnités ainsi que le nettoyage des déchets. Les victimes, évidemment, demandent simplement que réparation soit, que Trafigura soit reconnu coupable des faits graves qu'il a commis sur nos terres ici, ivoiriennes, et qu'il soit reconnu pour coupable et qu'il paye tout ce qu'il a causé comme dommages et intérêts aux populations. Spécialisée dans le courtage pétrolier, la multinationale Trafigura n'a jamais été condamnée pour ces déversements. L'État ivoirien peine à venir en aide aux nombreuses victimes de cette tragédie humaine et environnementale. Le sort des victimes a été laissé finalement pour compte parce que l'État n'avait pas tous les moyens qu'il fallait. L'État n'était pas préparé à gérer sur le long terme, même à court terme comme à long terme, cette catastrophe. Donc les victimes se sont retrouvées seules, elles se sont débrouillées dans les soins. Et aujourd'hui, là, nous constatons vraiment ce délaissement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles se sont organisées et que dans l'ombre, elles ont travaillé et qu'elles demandent justice aujourd'hui. Elles demanderont justice demain jusqu'à ce que Trafigura paye pour que cette affaire-là obtiennent la justice que nous demandons. Le déversement des déchets toxiques du Probo Koala en août 2006 à Abidjan avait causé la mort de 17 personnes et des dizaines de milliers d'intoxications. L'assignation a d'ores et déjà été envoyée à la compagnie qui l'a reçue le 16 février dernier. La plainte sera envoyée au tribunal d'Amsterdam le 2 mars. Trafigura, qui a toujours nié que le déversement ait provoqué décès et maladies graves, se refuse à tout commentaire.
Jean-Marie, est-ce que c'est une démarche judicieuse pour ces associations de victimes d'assigner en justice la société Trafigura aux Pays-Bas, là où l'entreprise est enregistrée? Selon la réglementation internationale, généralement les statuts d'une société, vous avez un tribunal de référence. Ce tribunal de référence, ça permet, si vous voulez, en cas de litige, les sociétés se couvrent quelque part et spécifient très bien, comme nous sommes originaires de tel ou tel pays, dont les procédures qui peuvent y avoir, le conflit ou litige vis-à-vis, des tiers avec lesquels on traite, on fait référence à quoi? On fait référence, si vous voulez, au tribunal de son pays. Chose qui est tout à fait logique. Mais moi, je voudrais revenir sur quelque chose de beaucoup plus large qui m'interpelle par rapport à ce procès-là. Ça voudrait dire quoi? La plupart du temps, le fait qu'on dise qu'on a indemnisé les gens, on a indemnisé les gens sur un procès, c'est-à-dire qui, aujourd'hui, on ne voit pas quelles sont les conséquences. C'est-à-dire, on a indemnisé les gens aujourd'hui, on va nous dire, il y a eu un certain nombre de procès, donc à partir de ces procès-là, ça a été réglé juridiquement. Juridiquement réglé. Mais est-ce qu'on a évalué l'impact des conséquences, si vous voulez, de ces déchets toxiques-là sur la population? Pour l'instant, le procès s'arrête à quoi? Le procès s'arrête uniquement, si vous voulez, aux preuves qui sont posées sur la table. Mais quid, in fine, le nombre de personnes qui sont contaminées, si vous voulez, par ces déchets-là? Et je me dis, la plupart du temps, l'Afrique est défavorisée là-dessus. Et il faudrait que nos hommes d'État, nos chefs d'État que nous avons sur place, arrêtent un peu, si vous voulez, d'accepter n'importe quel bakshish, parce qu'on met en danger la santé des populations, tout simplement pourquoi? Parce qu'on veut toucher de l'argent de manière immédiate. Il faudrait quand même essayer de regarder les choses à plus long terme. Cette histoire des déchets-là, ce n'est pas la première. Il y en a eu en Côte d'Ivoire, il y en a eu au Bénin, il y a quelques décennies en arrière. Donc ce sont les mêmes choses qui se reproduisent pratiquement, si vous voulez, dans tous les États africains. L'Afrique, il faudrait qu'on évite qu'elle devienne la poubelle du monde. Alors justement, Gemal, en 2007, la compagnie avait conclu un accord à l'amiable avec l'État ivoirien. Est-ce que c'était une erreur, cet accord? Je n'en sais absolument rien, si c'est une erreur ou pas. Je vais dire les choses de façon moins passionnée que Jean-Marie Bitomo. Trafigura a sous-traité le travail qu'elle fait avec une société qui, semble-t-il, elle aussi, elle a sous-traité. Et il y a les dégâts écologiques, humains, dramatiques que nous connaissons. Puis il y a donc trois choses. Premièrement, un procès à Londres qui s'est terminé par une transaction. Je ne la connais pas, donc je ne suis pas capable de dire quel était le contenu, mais s'il y a une transaction, c'est que les deux parties sont d'accord. Puis après, il y a une transaction générale avec l'État, qui comprend, lui, l'indemnisation générale des victimes. Si l'État ivoirien, qui n'est pas un État voyou, a accepté une situation, je porte à l'intelligence donc des Ivoiriens, la responsabilité, bien entendu, d'avoir les choses correctement. Mais je ne les connais pas, donc je ne suis pas capable de les juger. Puis après, il y a eu donc une troisième chose, c'est une class action. Une class action qui, elle, a été faite par beaucoup d'autres personnes plus tard. Après, il y a deux arguments. Il y a ceux qui disent, donc du côté des initiateurs de la class action, nous considérons que nous n'avons pas été suffisamment indemnisés. Nous considérons que le dommage écologique est assez important et humain, et donc ce qui nous a été accepté, donné comme donc, indemnité n'est pas suffisant. Et puis, in fine, c'est nous les victimes, pas l'État, et donc la responsabilité personnelle de Trafigura ne peut pas échapper parce qu'elle a fait un accord avec l'État. Trafigura, elle, de son côté, dit non, ça n'est pas vrai. Nous avons commis un dommage général. Les victimes, elles, sont indemnisées par l'accord que nous avons signé avec les autorités ivoiriennes. Et donc, il n'y a pas lieu d'une nouvelle class action, à moins que cela soit fait par des personnes concernées par autre chose. Il semble-t-il, parfois, ne sont pas du tout les victimes. Ça, c'est un autre débat. Donc, Trafigura se plaint de l'industrie du droit qui s'est produite à nouveau. En tout état de cause, la Cour suprême de Côte d'Ivoire, elle a donné un avis dans lequel elle dit l'accord, la transaction signée par Trafigura et l'État ivoirien est absolument valable parce que, dans les termes de celle-ci, elle exonère cette société des poursuites futures. Mais enfin, nous sommes dans une situation nouvelle parce que désormais, il y a une plainte donc qui est déposée wait and see. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour, 250 millions de clients. C'est le marché que pourrait représenter le service de paiement mobile en Afrique subsaharienne d'ici à 2019. Ce type de service financier pourrait rapporter 1,5 milliard de dollars. Malik, que vous inspire ce chiffre ?
Effectivement, le paiement par mobile est un créneau porteur et qui peut est créateur aussi d'emplois. On connaît le faible taux de bancarisation en Afrique et le mobile, on l'a vu par exemple au Kenya, peut être une technologie qui peut régler ces problèmes-là et permettre à des populations de disposer d'un compte bancaire, même s'il est virtuel. Mais je pense que c'est aussi l'avenir, la dématérialisation aussi, d'avoir accès à son compte grâce à des moyens technologiques. Effectivement, il y a des pays comme ça, notamment l'Afrique subsaharienne, mais il y a aussi, parce que je connais un peu le dossier de l'Algérie, qui a un créneau aussi, ce créneau-là est porteur aussi au sein de ce pays. Et effectivement, je pense que ça peut être aussi une dynamique pour l'économie de ces pays. Jean-Marie, comment expliquer que les Africains soient plus convaincus par le paiement via le mobile que par le système bancaire traditionnel? C'est simple, Fanny, c'est ce que j'explique toujours, la notion de proximité. Quand vous avez votre portable, il vous appartient. À travers votre portable, si vous voulez, vous avez l'impression de maîtriser toutes les opérations que vous ne pouvez pas maîtriser, si vous voulez, dans ce que j'appelle toujours la distance psychologique que vous avez entre l'individu et l'institution. Quand vous avez votre portable dans votre poche, vous pouvez tout faire à partir de votre portable. Il nous arrive ici, là, on est sur le plateau, on va pouvoir consulter ce qu'on veut sur le plateau. Donc cette distance-là, ça facilite beaucoup les choses. Donc dès cet instant-là, le marché africain, c'est un marché qui est porteur, si vous voulez, à ce niveau-là, parce que c'est pratiquement un des premiers marchés en Afrique aujourd'hui. Vous avez des compagnies téléphoniques qui vous vendent beaucoup plus de téléphones en Afrique aujourd'hui que dans tous les autres continents du monde. Donc c'est un marché qui est porteur, dans la mesure où il va réduire la notion de proximité dont je parle toujours, la proximité, si vous voulez, entre les institutions bancaires. Malik parlait tout à l'heure, là, si vous voulez, du faible taux de bancarisation. L'individu, c'est beaucoup plus simple pour lui de pouvoir ouvrir un compte sur avec son portable que de se déplacer, aller voir un banquier qui va lui demander X papiers qu'il ne pourra pas produire, donc des stations. C'est aussi au bon de s'adapter. Je suis d'accord avec toi. Oui, c'est vrai. On s'adapte, donc à partir de là, c'est un nouvel outil technologique, comme Malik l'a souligné, qui est beaucoup plus facile d'utilisation et d'accès par rapport aux populations africaines. J'ai mal à mot rapidement sur l'explosion de ce paiement via mobile. Il n'y en a pas dit. Ça signe là l'échec des banques. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas capables de s'adapter, d'offrir à une clientèle putative, parce qu'elle n'existe pas jusqu'ici, un moyen différent, nouveau, de relever le taux de bancarisation des pays. C'est aussi un échec des États qui ne sont pas capables de le faire. Et donc c'est tout ça à la fois. Un mot à la fin, c'est-à-dire que le mobile est très cher en Afrique, le coût des communications est très cher. Et pourtant, on voit bien sa vertu, et comme quoi, quand on est capable, quand on veut le rentabiliser, on peut le rentabiliser. C'est-à-dire que si demain nous voulons changer les règles, c'est tout à fait possible. Merci messieurs, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le second volet de cette semaine consacrée à la chefferie traditionnelle. Malik, merci d'avoir été là. Merci Fanny, ce fut un plaisir comme d'habitude. Jemal, merci également. Merci Fanny et bonsoir à tout le monde. Et Jean-Marie, merci. Merci Fanny et bonsoir à tous nos chers téléspectatrices. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.